Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une notion qui a l'air simple comme ça, mais qui est en réalité un véritable champ de bataille philosophique. La science. Est-ce qu'elle est un miroir parfait de la réalité ou est-ce que c'est une construction de notre esprit? C'est exactement la question qu'on va creuser ensemble en décortiquant les concepts et les auteurs indispensables pour le bac. Alors, voilà notre plan de vol. On va commencer avec le mythe de Prométhée pour comprendre pourquoi on a eu besoin de la connaissance. Ensuite, on verra la différence cruciale entre la science et la simple opinion. On se demandera après si les maths décrivent vraiment le réel et quel est le statut des sciences humaines. On terminera sur le côté révolutionnaire de la science et bien sûr, une petite synthèse méthode pour le bac. C'est parti. Commençons par le tout début, par la question la plus fondamentale. Mais au fond, pourquoi la technique? Pourquoi la science? Un mythe grec que nous rapporte Platon va nous donner une première piste de réponse assez saisissante. Imaginez un peu le tableau que nous dépeint Platon dans son dialogue Le Protagoras. À l'origine, l'humanité est totalement démunie. Contrairement aux autres animaux qui ont des griffes, une fourrure, de la vitesse, bref, qui sont équipés par la nature pour survivre, l'être humain, lui, est complètement vulnérable. Et ce manque, ce défaut de départ, eh bien c'est ça qui va être le moteur de toute notre histoire. On doit inventer ce que la nature ne nous a pas donné. Alors, face à cette faiblesse de départ, c'est quoi la solution? C'est le philosophe Henri Bergson qui nous éclaire de manière géniale. Notre intelligence, elle n'est pas d'abord théorique. Elle est, avant tout, pratique. Nous sommes des homo faber, des hommes fabricants. Notre nature profonde, c'est de transformer la matière, de créer des outils. Et pour ça, forcément, il faut comprendre comment le monde fonctionne. La science et la technique sont donc nos réponses pour survivre. Ok, donc, la connaissance est une nécessité. Mais attention, elle n'est pas innée, elle ne nous tombe pas dessus comme par magie. Elle doit se construire. Et pour ça, la science doit d'abord livrer une bataille contre notre ennemi le plus proche, le plus intime, notre propre opinion. C'est ce qu'on appelle la rupture épistémologique. Sur ce point, le philosophe des sciences, Gaston Bachelard, est, on peut le dire, intraitable. Pour lui, la distinction est radicale. C'est une véritable rupture. L'opinion, elle est passive, elle se contente de ce qu'elle voit, elle part de ce qui est utile, de nos besoins immédiats. La science, à l'inverse, c'est une démarche active. Elle ne reçoit pas le savoir, elle le construit. Elle ne part pas de certitude, mais au contraire de problèmes. Cette formule de Bachelard, c'est une vraie provocation pour l'esprit. Pour lui, il ne s'agit pas de corriger l'opinion, de l'améliorer un peu. Non, il faut la détruire. Mais pourquoi une telle violence? Eh bien parce que l'opinion, ce n'est pas une sorte de brouillon de savoir. C'est le tout premier obstacle qui nous empêche d'accéder au savoir. Bachelard donne un nom à ce phénomène, l'obstacle épistémologique. Pensez-y une seconde. Nos intuitions les plus fortes, ce qui nous paraît évident, par exemple que le Soleil tourne autour de la Terre, eh bien ce sont en réalité les murs de notre prison intellectuelle. La science, c'est donc une lutte de tous les instants contre cette fausse évidence. Bon, maintenant qu'on a vu que la démarche scientifique commence par une rupture avec l'opinion, on va s'intéresser à l'un de ses outils les plus puissants, et peut-être aussi le plus énigmatique, les mathématiques. Depuis Galilée, on a cette idée magnifique que l'univers est écrit en langage mathématique. Les maths seraient la clé secrète pour déchiffrer la structure même de la réalité. Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que la perfection idéale des mathématiques correspond vraiment au monde concret, sensible? C'est Albert Einstein lui-même qui va nous mettre en garde. Ce qu'il nous dit est crucial, la vérité en mathématiques, ce n'est pas une vérité qui correspondrait au monde réel. C'est une vérité de pure cohérence. Autrement dit, une théorie mathématique est vraie si elle est logiquement impeccable, si ses axiomes et ses déductions se tiennent, même si elle ne décrit absolument rien dans notre univers. Sa vérité est purement interne. Le défi devient encore plus intense lorsque la science, si efficace pour étudier la nature, se retourne sur son propre créateur, l'être humain. Est-ce qu'on peut faire de l'homme un objet de science comme les autres? Ici, il est absolument essentiel de maîtriser une distinction clé du programme, la différence entre expliquer et comprendre. Expliquer un phénomène naturel, comme un séisme, c'est en trouver les causes mécaniques, les plaques tectoniques par exemple, mais comprendre une action humaine, c'est tout autre chose, c'est interpréter des intentions, un sens, des motivations. On ne peut pas expliquer un poème comme on explique la pluie. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss a parfaitement résumé ce dilemme. Pour être une science, il faut pouvoir définir son objet de manière rigoureuse. Mais définir l'humain, c'est forcément le simplifier, l'appauvrir comme il dit. Le risque, c'est de perdre ce qui fait sa spécificité, la conscience, la liberté, la culture. Les sciences humaines sont donc face à un choix terrible. Soit elles restent humaines, mais peut-être un peu moins scientifiques, soit elles deviennent vraiment scientifiques au risque de déshumaniser leur objet.
Allez, il est temps de tordre le cou à une idée reçue super tenace, celle que l'histoire des sciences serait une accumulation tranquille, continue, linéaire de connaissances. En réalité, son histoire est beaucoup plus dramatique. C'est une histoire faite de crises et de ruptures profondes. Pour comprendre ça, le concept de paradigme de l'historien des sciences Thomas Kuhn est indispensable. Attention, un paradigme, c'est bien plus qu'une simple théorie. C'est une vision du monde complète, une sorte de grille de lecture qui définit quels sont les bons problèmes à se poser et les bonnes manières d'y répondre. La physique d'Aristote, ou celle de Newton par exemple, ce sont des paradigmes. Et Kuhn nous décrit un cycle. La plupart du temps, la science est normale. Les scientifiques résolvent des énigmes à l'intérieur du cadre, du paradigme. Mais un jour, une anomalie apparaît. Un résultat que le modèle ne peut pas expliquer. Si ces anomalies s'accumulent, c'est la crise. Le vieux modèle craque de partout, jusqu'à ce qu'une révolution impose un nouveau paradigme, une toute nouvelle façon de voir le monde. La conséquence de ces révolutions est juste vertigineuse, comme le montre cette citation. Prenez l'exemple de Copernic. Après sa révolution, le monde physique est resté exactement le même. Les planètes ont continué de tourner. Et pourtant, les astronomes ont commencé à travailler dans un univers totalement différent. Les faits qu'ils observaient n'avaient plus du tout le même sens. Alors, que faut-il retenir de tout ce parcours? Et surtout, comment mobiliser ces idées complexes de manière efficace le jour du bac? Allez, on synthétise l'essentiel. Voilà un petit tableau récapitulatif des 3 grands axes qu'on a explorés. Bachelard nous apprend que la science est une conquête contre l'évidence. Einstein nous met en garde, il ne faut pas confondre la vérité logique des maths et la réalité. Et Kuhn nous montre que la science a une histoire mouvementée, faite de révolutions. Toutes ces réflexions, elles doivent devenir votre stratégie pour l'épreuve. La clé numéro 1, c'est de problématiser. Ne cherchez jamais une réponse simple, un oui ou un non. Montrez la tension au cœur du sujet. Pour y arriver, appuyez-vous sur des auteurs précis, mobilisez les repères du programme et surtout construisez un raisonnement qui avance pas à pas. Pour finir, voilà un sujet de dissertation classique qui permet de réutiliser absolument tout ce qu'on a vu. La science constate-t-elle les faits? Après Bachelard, on peut répondre qu'elle les construit. Après Kuhn, on peut dire qu'elle les interprète à travers un paradigme. Ce sujet nous montre bien que, loin d'être un simple miroir du réel, la science est une formidable et complexe construction de l'esprit humain. Et voilà pour cette exploration de la notion de science, un domaine qui nous montre que connaître le monde, c'est aussi, et peut-être surtout, apprendre à connaître notre propre esprit. Si cette présentation vous a été utile, merci de la soutenir en vous abonnant. Bonne révision à tous.